Alors j'ai plusieurs parties à mettre en ligne de mes conférences en Bretagne, puisque j'étais allé là-bas en me disant que c'était une bonne occasion de participer activement au lancement du nouveau numéro d'Histoire Magazine. Et d'ailleurs, je suis revenu avec des numéros papier et une de mes premières lectrices, ma chère maman, m'a dit qu'elle avait presque les larmes aux yeux en le lisant et qu'elle était vraiment très très fière de mon article sur les 5 fantastiques prix Nobel, et qu'elle était vraiment surprise en fait à le lire puisque ça sortait complètement des sentiers battus. Et voilà, donc je vous recommande véritablement de lire et d'aller acheter ce numéro ou de prendre un abonnement. Vous aurez un lien sur la description de cette vidéo. Il va y avoir encore 3 ou 4 parties des conférences. Ça dépendra de l'intérêt, puisqu'il y a eu beaucoup de questions-réponses. Et parfois, les personnes me disent qu'elles préfèrent la partie questions-réponses. Vous savez, il m'est arrivé d'avoir des conférences où je mettais en partie séparée la conférence puis les questions-réponses. Donc je ferai pareil, mais là il y a eu de longues séances de questions-réponses. Également important, je publie ce soir une longue lettre sur laquelle je travaille depuis longtemps, en fait, depuis des vidéos qu'on avait faites il y a plus d'1 an et demi avec les Gilets jaunes constituants, où on avait travaillé sur l'usure, et en particulier comment, à travers l'histoire, les rois avaient essayé d'épargner les pays et les peuples de l'usure, mais surtout le rôle de la franc-maçonnerie dans la période révolutionnaire en France. Donc j'en ai parlé souvent de la manière avec laquelle ces sociétés nobles à l'origine ont été infiltrées et finalement dénaturées de leurs objectifs pour faire ce que vous découvrirez dans la lettre, longue lettre, passionnante. Inscrivez-vous. En ce moment, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps en dehors de chez moi. Et dans ces cas-là, je consacre l'essentiel de mon temps à des rencontres et à des lettres. Et donc j'ai produit pas mal. J'avance beaucoup également sur le livre La Table Rouge, qui devrait paraître, je l'espère, vers le début de l'été. En tout cas, je vous tiendrai au courant. Beaucoup de choses se passent dans le monde. Évidemment, c'est totalement déstabilisant ce qui se passe à Gaza, le génocide de Gaza. Ce jeune américain qui est libéré, donc un cessez-le-feu de quelques heures pour organiser sa libération, mais toujours pas de nourriture, toujours pas d'eau, rien pour les Palestiniens, puisque cette libération s'était faite sans négociation. Je pense que c'était une manière pour les Palestiniens de montrer leur bonne foi et à quel point eux avaient essayé de bien traiter les otages, en sachant que bien traiter un otage, c'est pas vraiment une excuse, puisque on ne doit pas prendre d'otages civils. Mais là, en l'occurrence, c'était un otage militaire. Donc c'est quelqu'un qui a un statut très particulier. Et c'est particulièrement étonnant de le présenter véritablement comme une victime, quelqu'un qui a été pris en otage pour sa religion, alors qu'il a avant tout été pris en otage parce que c'était un militaire et qu'il n'était pas en Israël en vacances. Il avait quitté son pays, les États-Unis, pour se battre à Gaza avec la brigade Golani, qui n'est pas de très bonne réputation. Donc vous voyez, la propagande, les mensonges, etc., tout ça, ça continue à bien avoir la vie dure. Et parfois, je m'interroge, je me dis, en ce moment, avec toutes ces négociations sur les taxes, le commerce entre les États-Unis et la Chine, sur l'Ukraine entre les États-Unis et la Russie, sur également le dollar, les armements, etc., entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, le commerce, il y a eu des centaines de milliards d'investissements croisés qui ont été promis, puisque l'Arabie Saoudite veut aussi d'importants investissements chez elle.
eh bien, Gaza est particulièrement oublié des négociations, oublié des discussions, oublié de tout, et ça, c'est totalement inacceptable. En tout cas, je vous souhaite une bonne vidéo. C'est une vidéo qui évoque beaucoup les dernières semaines de l'actualité, la place tout à fait édifiante d'Emmanuel Macron et le drame humain à Gaza, le drame évidemment en Ukraine, et puisque c'est un pays qui est pris en otage véritablement par l'OTAN, et le monde qui espère l'apaisement et cet apaisement qui n'arrive pas. Voilà, bonne vidéo, à très bientôt. Je vous remercie de me contacter à Bertrand@55Bellechasse, Bertrand@55Bellechasse. Pensez au miel. Lives are not defined by any one action. Our lives are the sum of our choices. Everything you are, everything you've done has come to this. When the need for certainty is absolute and the odds are deemed impossible, the mission falls to him. Should he choose to accept? For every life you tried to save, you gambled millions more. And now the fate of every living soul on Earth is your responsibility. That's the pattern, isn't it? You refuse to sacrifice the ones you hold close. You've always been on the right side, brother. I have no regrets. Neither should you. I need you to trust me. One last time. Le mal a toutes sortes de dénominations. Dans l'Ancien Testament, c'est Satan, Lucifer. Le diable. Tout à fait. Sachez que le mal est une ombre qui se trouve à l'extérieur de notre monde et qui cherche sans relâche à y entrer de force. Quoi? Quoi? C'est de la folie? D'abord, merci à nos hôtes de nous permettre de faire cette conférence ici, dans cette très belle Bretagne. On est encore en Bretagne. Oui. Ah oui. Et d'avoir le beau temps en plus, comme d'habitude, en Bretagne. Il fait toujours beau. Et d'être le lendemain de la parution de ce numéro historique d'Histoire Magazine. Donc vous avez ici Sylvie Dutot qui est la fondatrice et la personne qui porte véritablement sur ses épaules depuis quelques années ce magazine qui est vendu en kiosque. Donc, et que vous avez presque tous en main. Alors à côté d'elle, il y a son fils qui a vocation à l'aider de plus en plus pour le magazine. Et derrière, il y a Soraya avec qui vous avez été en contact et qui va également peut-être aider de plus en plus Sylvie. Et puis moi, de loin, j'essaierai de jouer un rôle pour que ce magazine qui a le courage de traiter la vérité, ce qui est devenu extrêmement dangereux par les temps qui courent, puisse continuer à exister et à se vendre. Donc merci à tous d'avoir acheté un exemplaire du magazine, et vous verrez, vous n'avez pas à regretter parce qu'il est littéralement passionnant. En plus, il y a un pourcentage de pages non négligeables qui sont rédigées par moi, donc extraordinaire.
Voilà, alors hier j'avais déjà fait une conférence qui malheureusement ne sera pas en ligne, mais je vais vous faire un peu le résumé de cette conférence. Et l'idée c'était que si on prend juste les 15 derniers jours de ce qui se passe dans le monde et la place qu'a eu Emmanuel Macron dans ces 15 jours, on comprend, si on n'avait pas encore compris jusqu'à maintenant, qu'il a vraiment un rôle considérable. Et il y a quelques dates majeures que je vais un peu développer qui permettent vraiment de l'appréhender. La première date, c'est ce qui se passe au Vatican au moment de l'enterrement du pape François. Et on voit le rôle d'Emmanuel Macron, encore une fois, je rentrerai dans le détail, qui rencontre Zelensky, qui vient au moment où Trump va rencontrer Zelensky pour... En fait, certaines personnes disent qu'il se fait barrer par Trump. La réalité, en fait, quand on regarde la vidéo, pas quand on essaie de lire sur les lèvres, c'est qu'en fait, Trump retient un peu Macron pour lui dire je ne sais pas quoi. Macron, en fait, est surtout là pour rappeler à Zelensky de ne pas sortir du discours qu'ils ont convenu ensemble avant de voir Trump. Et il le fait parfaitement bien, puisqu'à la fin de cette rencontre avec Zelensky, Trump est en colère contre Poutine et il s'exprime, et c'est repris par CNN et plein de journaux, en disant j'ai l'impression d'être trompé, que Poutine me prend pour un idiot, ils ont tué des civils, etc. Parce que Trump est quelqu'un d'extrêmement sensible, qui a un ego très développé et qui ne supporte pas d'être, entre guillemets, trahi ou pris pour un idiot quand il fait des négociations. Et ce qui s'est passé là au cours des derniers jours, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est qu'il a compris qu'en fait les gens qui essayaient de l'éloigner de Trump, de Xi, de Poutine, d'Elon Musk et de Ben Salman, en fait, sont véritablement les gens dangereux pour lui. Et je vous rappellerai qu'il y avait eu cet épisode à Washington, où dans la même semaine, Macron était allé, puis Zelensky était allé, mais en fait, Trump ne voulait pas recevoir Zelensky. Puisque quand il avait eu son mandat, très vite, il avait dit que Zelensky n'était pas un président élu, puisqu'en fait, depuis l'année dernière, la Constitution ne prévoit pas l'annulation d'élections. Et donc, à partir d'une certaine date, c'était mai 2024, il n'a plus aucun pouvoir constitutionnel. Donc et comme le Parlement, le dernier Parlement élu, la Rada, en fait, la plupart des députés ont disparu, sont plus là, ont été tués, ont dû fuir. Il n'y a plus que les députés de partis, entre guillemets, amis. Il ne peut même pas changer la Constitution, puisqu'en fait, les conditions ne sont pas réunies. Donc, il y a des papiers, il y a un certain nombre de choses, d'artifices pour dire qu'il est légal, mais il n'était pas. Et ça, Trump l'avait bien compris en discutant avec Poutine. Malheureusement, Emmanuel Macron l'a convaincu de l'inverse, en disant qu'il avait une légitimité. Et donc, Trump, au lieu de ne parler qu'avec Poutine, ce qu'il avait prévu, de discuter qu'avec Poutine d'une paix pour l'Ukraine, a réintégré les Européens, a réintégré Zelensky, et donc il a perdu complètement le fil de cette stratégie qui aurait dû être simple et qui aurait pu être réglée en quelque temps. Et là, il y retourne, c'est ce qu'il annonce. Mais en même temps, il y avait tous les problèmes avec Gaza. Encore une fois, j'y reviendrai. Ça, c'est juste un rapide rappel de ce que j'avais dit hier. Et après, vous allez voir en fait comment ça s'inscrit dans ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Puisque depuis hier, il s'est passé plein de choses en fait. Et donc, ça, c'était la première date. Donc, le Vatican, Zelensky et Macron qui réussit à redevenir le centre de cette négociation entre guillemets, Trump et Poutine. Donc il devient une non-négociation, puisqu'encore une fois, Macron dit toujours c'est la faute des Russes, ils veulent pas faire de cessez-le-feu, ils veulent pas faire ci, ils veulent pas faire ça. Et les faits sont totalement l'inverse, c'est-à-dire que les Russes veulent tout le temps le faire, et c'est invariablement les Ukrainiens qui respectent pas les cessez-le-feu. Alors évidemment, ce que je vous dis, il faut me croire sur parole, parce que toutes les télés, tous les médias français vous disent l'inverse. Donc après, c'est à vous de voir qui dit la vérité, mais c'est comme ça.
Deuxième date importante, Macron est allé au niveau de la franc-maçonnerie, le Grand Orient de France, faire un discours. Donc, qu'est-ce que il va faire au Grand Orient de France? Faire un long discours fleuve dans une période très particulière, puisque si vous êtes catholique, on est entre la résurrection du Christ et l'ascension, donc c'est une période vraiment spéciale pour les chrétiens. On est dans une période de conclave, puisqu'il est allé voir avant l'élection du nouveau pape, donc encore une fois une période particulière, et on sait que la franc-maçonnerie, c'est la laïcité, c'est entre guillemets des ennemis de la religion en fait. Ils voudraient que la seule foi soit celle que eux imposent et qui est en train de devenir une foi transhumaniste en fait, une foi dans laquelle l'humain n'a pas sa place. Et qu'est-ce qu'il a dit en particulier? C'est quelque chose qui a été très très peu dit ni repris, mais lui a fait un tweet là-dessus. Donc vous pourrez voir exactement au mot près ce qu'il a dit. Il a dit « La France est la fille naturelle de la République ». Et quand vous lisez fille naturelle, eh bien, si vous avez un doute, vous allez chercher. Une fille naturelle, c'est une bâtarde. C'est une fille de pute. C'est la terminologie, en fait. Le mot fille naturelle a été inventé dans le Code civil à l'époque de Napoléon, parce qu'il trouvait que bâtarde ou fille de pute, c'était pas convenable. Donc ils ont créé la notion de fille naturelle, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de père, en fait, qui est une mère, mais qui ne sait pas dire qui est le père pour différentes raisons. Or, la France n'est pas la fille naturelle de la République. La France est la fille aînée de l'Église. Et donc, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. C'est un message super fort. C'est-à-dire qu'il dit ça, et il l'écrit, et il le met sur son Twitter avec des millions de personnes, c'est repris. Et les gens sont plus étonnés de la photo où on voit qu'il est avec une pyramide derrière lui, que parce qu'il écrit, en fait. C'est-à-dire que les gens ne lisent plus. Et moi, je me rends bien compte, puisque je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'écrit, j'aime bien parler, mais c'est très dur d'organiser des conférences, de réunir des personnes, enfin, là, ça veut dire il faut prendre le train, il faut trouver quelqu'un chez qui je peux être logé, etc., etc., se déplacer en voiture. Parce qu'ici, de Quimper à ici, c'est pas juste à côté, puis il faut revenir. Donc c'est compliqué, alors que l'écrit, j'écris des lettres, peut-être certains d'entre vous les lisent et vous les recevez. Donc l'écrit, en fait, c'est quelque chose qui me touche. Donc quand je lis, et d'où Histoire Magazine aussi, mais quand je lis la fille naturelle de la République, franchement, ça me choque, en fait. Et c'est vraiment tout le temps ce jeu avec les mots, cette inversion des valeurs, etc. Évidemment, c'est pas tout ce qu'il a dit. Il a dit aux francs-maçons qu'ils pouvaient être fiers de leur rôle dans la République. Il a utilisé le mot « fier ». Vous pouvez être fiers de vous. Donc on ne sait pas exactement à quel point ils sont impliqués. Et il a également dit qu'en réalité, c'était grâce à la franc-maçonnerie qu'on pouvait façonner le monde de demain. Et c'est important puisqu'il sous-entend que ça va être des alliés naturels. Donc on n'est plus la fille aînée de l'Église, on est la fille naturelle de la République qui est façonnée par la franc-maçonnerie. Ils peuvent être fiers de ça, et en particulier, ils peuvent être fiers d'avoir joué un rôle dans la loi sur l'euthanasie. Et on rappelle également que c'est les mêmes qui avaient joué un rôle important dans l'IVG dans la Constitution française. Donc on a quelqu'un qui était le très bon ami du pape François, puisqu'il est le président, le chef d'État qu'il a vu le plus, 6 fois. C'est compliqué, hein, même un cardinal ne voit pas le pape aussi souvent, et pourtant il n'y en a que 133, donc, mais il le voit tous les 5 ans, et c'est pas le cardinal qui le voit, c'est celui qui est le cardinal du diocèse, donc peut-être il y a des changements, et donc il le voit jamais. Et donc, on est le pays dans lequel, effectivement, le vaccin était un acte d'amour. Je vous rappelle que c'était McKinsey. On est
le pays dans lequel l'IVG est dans la Constitution, mais dans la Constitution, il n'y a pas le bonheur, il n'y a pas le droit de s'exprimer et il n'y a pas le droit de se défendre, contrairement à la Constitution américaine. Je rappelle, dans la Constitution américaine, on reproche beaucoup de choses aux Américains, mais ils ont une Constitution qui est extraordinaire. Le premier article de la Constitution américaine, c'est la liberté de parole. Et le deuxième article de la Constitution, donc de pensée, parole, expression, et le deuxième article de la Constitution américaine, c'est la liberté de disposer d'une arme, mais pas pour se battre avec son voisin, pour se battre avec un gouvernement qui oserait priver les citoyens du premier amendement. C'est-à-dire que ceux qui ont rédigé la Constitution américaine considèrent que le droit le plus important pour un être humain, c'est le droit de s'exprimer librement. Et on voit bien qu'en ce moment, ils ont du mal aux États-Unis, j'y reviendrai, puisqu'il y a eu beaucoup d'attaques contre les étudiants, etc., qui manifestaient par rapport à ce qui se passait à Gaza. Et encore une fois, tout ça, c'est en train de changer juste maintenant, là, au cours des dernières 24 heures. C'est vraiment un bouleversement incroyable qui s'est passé entre hier et aujourd'hui. Et alors qu'en France, c'est les hommes naissent et meurent libres et égaux en droit. C'est un mensonge. C'est-à-dire que notre Constitution, et il suffit de regarder comment elle a été écrite, entre deux colonnes, avec un damier et tout. Enfin, il faut voir l'image du document initial de la Constitution française, commence par un mensonge. Évidemment, les hommes ne naissent pas et ne demeurent pas libres et égaux en droit. C'est pas vrai. C'est faux. Et d'ailleurs, il n'y a même pas d'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, je dis pas ça pour faire plaisir ou énerver les femmes, mais c'est voilà, on commence par un mensonge. Alors que aux États-Unis, dire qu'on a la liberté de parole, ça c'est vraiment le rôle d'une constitution. C'est de protéger quelque chose. C'est pas de dire quelque chose qui est faux. Les hommes naissent et demeurent libres en grand droit. Vous dites quelque chose qui est faux, vous protégez rien. Vous dites pas d'ailleurs que vous allez faire en sorte de ça. Et quand vous mettez l'IVG, et je suis pas contre l'IVG, hein, je dis juste que c'est pas dans la Constitution, parce que si dans la Constitution vous mettez la mort, bah c'est sympa de mettre le bonheur aussi. Or, vous pouvez lire de haut en bas la Constitution française, il n'y a rien sur la garantie de bonheur, de joie de vivre, de ceci. Ça n'existe pas. Donc, et je vous rappelle d'ailleurs que cet épisode sur l'IVG dans la Constitution s'est passé en même temps que l'affaire Palmade. Je ne sais plus si vous vous rappelez, mais il a un accident, récidive, usage de drogue, délit de fuite, etc. Une des passagères de la voiture d'en face, il n'y a eu que des gens extrêmement blessés, mais quand je dis blessés, c'est détruit, leur vie est terminée. Elle-même attendait un bébé 7 mois et demi. Donc le bébé, il est viable depuis au moins 1 mois et demi, elle le sentait battre, etc., etc. Bataille d'expertise, ils ont décrété qu'en fait, il n'avait jamais respiré. Et donc, c'était pas un bébé, donc il n'y avait pas de meurtre. En fait, on a dit à cette mère qu'elle avait dans son ventre un objet, en fait, qui était sans existence propre. Vous imaginez, ça, c'est la France d'aujourd'hui. Et si vous cherchez, en fait, d'où vient ça, d'où vient cette règle de l'existence d'un enfant, pas au moment de sa conception, mais au moment eh bien, c'est quelque chose qui est totalement talmudiste, en fait. C'est cette idée de disposer de son corps comme on veut, et le bébé, en fait, comme s'il n'avait pas d'existence. Mais c'est vraiment important d'avoir ça en tête, c'est que quand on dit judéo-chrétien, etc., c'est toutes ces choses qu'on a dans notre droit, dans nos coutumes, appelez ça comme vous voulez, qui viennent de là. Et c'est le même raisonnement sur la culture trans, donc la transition de genre. En ce moment, en France, il y a plus de 120 000 personnes qui sont sous hormones en train de faire leur transition. Et c'est un nombre qui augmente à vitesse grand V. Si vous réfléchissez tous là, dans la pièce, vous avez obligatoirement quelqu'un qui est proche de vous, peut-être dans votre famille, dans des amis proches, qui est en train de faire une transition. Réfléchissez, vous allez voir, vous avez tous connaissance de quelqu'un pas éloigné. Moi, j'étais très surpris
en faisant l'expérience, il y en a beaucoup en fait. Moi, j'en connais évidemment pas mal. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement aberrant, puisqu'il y a quelques années, les cas de dysphorie de genre, c'était une personne sur plusieurs centaines de milliers. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est chromosomique. Donc c'est et juste pour faire un tout petit aparté là-dessus, les personnes qui sont gays entre 8, 10 et 12 ans, ils ont un doute sur qui ils sont en fait. Mais quand ils sont adultes, ils sont ravis qu'on leur ait pas coupé le zizi, parce que même s'ils se sentent femmes, ils sont super contents d'avoir pour avoir du plaisir, entre guillemets, dans l'acte sexuel, ce qui n'est pas du tout le cas de ceux qui se sont fait transformer. Alors que c'est pas du tout gênant. Puis vous imaginez le corps avec plein de cicatrices, etc., dans l'intimité. Mais ça, en fait, vous n'avez pas le droit de le dire. Donc quand vous êtes le médecin et que quelqu'un vient vous voir pour vous dire j'ai envie de changer de genre, vous n'avez pas le droit de le mettre en garde, vous n'avez pas le droit de... C'est interdit. Comme pour quelqu'un qui veut faire un avortement, vous n'avez pas le droit de supposer que la personne n'a pas été bien informée. De même que pour le vaccin, en fait, on vous faisait signer que vous aviez été bien informé, vous ne le saviez même pas, mais bon, peut-être qu'ici, il n'y a pas beaucoup de personnes vaccinées. Donc ça, c'est la deuxième chose. Non, mais la réunion avec son speech, avec les francs-maçons, et le fait qu'il reprend ça dans un tweet. Encore une fois, moi, j'ai rien pour ou contre les sociétés secrètes. Moi, je pense que les gens ont une forme de liberté. Je trouve génial, par ailleurs, le discours que je vous invite à écouter de Kennedy sur les sociétés secrètes. Un de ses derniers discours avant son assassinat. Donc, il fait un discours d'environ une demi-heure où il explique le mal que font ces sociétés et qu'il va falloir changer les choses. Moi, j'ai une interprétation très, très spéciale des sociétés secrètes. J'ai fait une longue lettre dans mon Substack où j'explique qu'en fait, ceux qui me connaissent savent, moi j'ai une vision très eschatologique du monde dans lequel on vit, de ce conflit permanent entre le bien et le mal, des cycles, et le fait qu'on est arrivé dans une période un peu terminale de ce cycle. Mais c'est pas que les prophéties chrétiennes, Saint Jean, Saint Malachie, Fatima, etc. qui disent, c'est vrai dans quasiment toutes les grandes religions et dans toutes les grandes foi. On est... je suis pas un expert en tout ça, mais les hindouistes pensent la même chose, les orthodoxes pensent la même chose. Enfin, toutes les religions savent qu'on approche d'un moment important, et les juifs également, en fait, puisqu'on a quelque chose de très eschatologique régulièrement dans les discours de Netanyahou et des gens qui l'entourent, puisque cette volonté de grand Israël, ça correspond pas à un besoin. Enfin, en Israël, il y a énormément d'appartements qui sont vides, d'immeubles même qui sont vides, parce que c'est acheté à titre spéculatif par des gens qui se sentent proches d'Israël partout dans le monde. Mais si vous allez dans les villes israéliennes, vous avez, c'est un peu comme à Dubaï, quoi. Vous avez dans certains endroits très chics, développement immobilier, tout est vendu, mais il n'y a même pas un tiers qui est occupé, en fait, parce que les gens ont acheté là-bas à titre d'investissement ou spéculatif. Ils y vivent pas parce que c'est une période un peu troublée, mais ils n'ont pas besoin de s'étendre, en fait. Il n'y a pas de besoin. C'est pas comme les Allemands, ils n'ont pas besoin d'étendre leur espace vital. Je vous rappelle d'ailleurs que, c'est quoi ce truc? Les nazis avaient besoin de s'étendre, hein, le Lebensraum, ils avaient besoin de plus de place, et l'État d'Israël a besoin de s'étendre. C'est totalement une coïncidence, mais c'est comme ça. Il y a en ce moment un génocide à Gaza, avec un ghetto de personnes désarmées qui sont bombardées. C'était aussi une des spécialités des nazis. Après, on pourrait faire des dizaines de comparaisons comme ça, mais comparaison n'est pas raison. Hein. Je dis juste que c'est beaucoup de coïncidences. C'est-à-dire que on est dans un monde dans lequel on peut s'interroger sur l'accumulation de coïncidences extrêmement troublantes sur l'attitude et la capacité d'avoir cette attitude sans avoir à en subir la moindre conséquence. C'est-à-dire que les Russes
il y a en Crimée un référendum, 90% des Criméens veulent être attachés à la Russie, pas une seule balle n'est tirée, pas une seule goutte de sang, tout se passe bien, depuis ça se passe extrêmement bien, les Russes ont créé un pont, jusqu'à 2023, ils trouvaient le moyen de donner de l'eau, etc., parce que l'eau avait été coupée côté ukrainien, ils avaient coupé le canal pour que l'eau arrive avec la Crimée. Malgré tout ce respect du droit international, on a sanctionné l'Occident extrêmement durement la Russie. Et on les a traités de tout, dictateurs, assassins de journalistes, etc., etc. On avait fait la même chose pas longtemps avant avec Kadhafi. Je ne parlerai pas forcément beaucoup de Kadhafi aujourd'hui. Bon, depuis quelques mois, Israël a récupéré toute une partie au sud de la Syrie, 40% de l'eau, donc les barrages, les machins, etc. Personne ne dit rien. Ils ont, malgré le cessez-le-feu, continué à garder le sud du Liban et ils continuent à bombarder, à garder tout. Personne ne dit rien. Ils continuent à coloniser la Cisjordanie. Personne ne dit rien. Et depuis 3 mois, pas d'eau, pas de nourriture, rien qui rentre dans Gaza, qui est sous les bombardements. Et si vous regardez les cartes, ce qui n'est pas kill zone dans Gaza, c'est à peine 40% de ce qu'était Gaza avant octobre. Et on réalise que la guerre n'est pas du tout pour libérer les otages, puisque maintenant il y a la liste qui a été faite officiellement par l'armée israélienne et le gouvernement israélien. C'est pas non plus pour tuer les personnes du Hamas, parce qu'en réalité il y en a quasiment plus. Ils ont été, toute la hiérarchie a été tuée, comme au Liban, hein, le Hezbollah. Alors, je sais pas si je vais un peu vite en faisant le résumé de ma conférence d'hier, mais vous avez l'air de suivre. Donc. Et le numéro 1, c'est de prendre le contrôle total de Gaza. Et ensuite, de virer tranquillement les Palestiniens qui auront été mis entièrement sous contrôle un par un. Donc on sera vraiment dans 1984, c'est-à-dire que tous les Palestiniens devront avoir des papiers d'identité très particuliers. Ils devront avoir tous les vaccins qu'on leur imposera. Donc je ne sais pas quelle sera leur vraie espérance de vie une fois qu'ils ont été injectés tout ça. Je vous rappelle qu'ils n'ont pas le droit à de l'eau, ils n'ont pas le droit à rien, mais ils ont eu des tas de vaccins. Et si vous vous rappelez, Raoult expliquait qu'en fait, il y avait des épidémies vaccinales à Gaza. Donc tout ça, c'est les morts sourds. C'est-à-dire qu'on a 55 000 morts officiellement sous les bombes. Ils en trouvent tout le temps dans les décombres. Mais il y avait 2,3 millions, 2,4 millions, 2,5 millions, ça dépend des sources de personnes à Gaza avant. Aujourd'hui, suivant les sources, c'est 1,6 million, 1,7 million, 1,8 million, 1,9 million. Mais on a, quoi qu'il arrive, au moins 400 000 en moins. Peut-être 500 ou 600 000 selon les chiffres. Ça veut dire qu'il y a un excès de morts à Gaza, et je ne parle même pas de la natalité qui a chuté, comme vous pouvez imaginer, parce que tous les hommes se font mettre en prison. Enfin, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont été enfermées. Les femmes, il y a des femmes ici, vous imaginez, vous ne pouvez pas vous laver avec de l'eau propre, etc. Donc vous pouvez imaginer toutes les infections et la douleur que peuvent vivre ces femmes quand elles n'ont rien du tout pour soigner leurs infections intimes, donc les conséquences que ça peut avoir sur toute leur vie, hein, leur capacité à donner des enfants. Donc on est vraiment dans une épuration, entre guillemets, de la capacité des Palestiniens à avoir des enfants, mais qui dépasse l'entendement. Et tout ça se passe à la télé en 2025. Alors ça se passe à la télé presque par chance, puisque tous les journalistes se font tuer. Il faut quand même bien voir qu'à Gaza, 250 journalistes aujourd'hui ont été tués. Je ne parle pas de gens qui avaient des appareils photo et qui faisaient, non, des gens qui étaient dans des rédactions de grands médias internationaux, que ce soit Al Jazeera, les médias russes ou autres, 250 tués tous les jours. Mais ils ne sont pas tués par hasard. Hein.
c'est une ou deux balles de sniper. Donc parfois ils sont paralysés. Hein. Il y en a un qui est mort suite à une balle dans le cou qu'il avait rendu tétraplégique. Hein. Et il avait besoin de soins que l'hôpital dans lequel il était pouvait plus lui donner. Il avait même pas d'antidouleur et tout. Vous imaginez le type de douleur que vous pouvez avoir. Et ils ont refusé, Israël a refusé qu'il soit rapatrié sanitaire, en fait. Donc il est mort. Et pourtant, il y a eu des tentatives des médias internationaux, etc. Mais c'est la même chose. Quand un grand chirurgien spécialiste qui est devenu par définition spécialiste des amputations, hein, Gaza, c'est l'endroit au monde où on fait le plus d'amputations. C'est-à-dire tous les humanitaires qui pouvaient aller tant que l'UNRWA n'était pas rendu illégal, puisque depuis, il n'y a plus moyen de les faire rentrer, puisque Israël a rendu l'UNRWA illégal. Ils ont trouvé des photos de gens qui étaient censés avoir participé au 7 octobre et qui étaient de l'UNRWA. Donc c'était un vieux rêve, en fait. Alors vous connaissez l'UNRWA, c'est l'organisation humanitaire. Il y a 30 000 salariés qui sont payés dans le cadre des Nations Unies pour gérer les écoles, pour gérer les refuges, pour gérer les hospices médicaux et pour gérer en fait tous les humanitaires ou les gens comme ça qui viendraient pour trier la nourriture, gérer les cantines, gérer l'aide médicale pour après la distribuer dans les hôpitaux ou les dispensaires ou ce que vous voulez. Donc une fois que ces gens n'existent plus, une fois que cette organisation n'existe plus, c'était la pierre angulaire en fait qui permettait à Gaza de pas s'écrouler, qui est détruite. C'est-à-dire qu'ils doivent trouver le moyen en vivant dans des tentes. Alors ils ont eu le froid, là maintenant ils ont le chaud, les moustiques, etc. Donc je sais pas. Voilà, on n'imagine pas ce qu'ils vivent en fait. Et quelque part on s'en fout. Donc c'est pour ça que moi j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'en fait on n'a plus conscience de l'humanité qui est en train d'être assassinée. Donc c'est vraiment, moi je répète ça tout le temps, l'humanité est en train d'être assassinée sous nos yeux, à Gaza. Et les seuls pays qui sont sensibles à ça, c'est les Chinois, les Russes, et depuis 24 heures, Donald Trump qui dit que c'est inadmissible que des gens meurent de faim en ce moment à Gaza. C'est-à-dire qu'il vient de réaliser, il faut imaginer quand vous êtes président d'un grand pays comme les États-Unis, dans lequel il y a autant de bordel, vous avez des milliers de dossiers sous les yeux. Tout le temps. Vous avez plein de décisions à prendre. Donc vous devez faire confiance à plein de relais. Et il se trouve que, je vais vous donner deux exemples très différents. Elon Musk, en fait, quand il arrive et qu'il a un projet, que fait Elon Musk ? Il prend pas les CV des meilleures personnes possibles et imaginables. Il regarde des gens qui sont jeunes, qui ont 20, 21, 22, 23, 24 ans, qui ont l'air d'avoir la tête bien faite et l'envie de s'engager. Certains ont quitté Harvard ou leurs universités pour le rejoindre et pour travailler dans Doge. Vous savez, ce qu'a mis en place Trump, et il a confié la mission, c'est l'efficacité gouvernementale. Donc c'est la direction de l'organisation et de la gestion de l'efficacité, enfin, pour le dire simplement. Il a pris que des gens qui étaient inconnus du système. Pas du tout des personnes qui étaient liées à des partis politiques, qui étaient liées à des carrières, qui étaient liées à des grandes banques d'affaires, à des cabinets de conseil. Il a pris des gens qui étaient purs, entre guillemets, qui avaient une ambition, qui avaient un idéal. C'est pas du tout le cas de Donald Trump. Donald Trump, il ne prend, pour des raisons politiques, que des gens qui ont été, pour la plupart, élus avec l'argent ou le soutien de l'EPAC, puisque c'est 98%. Donc l'EPAC, c'est un espèce de super CRIF très bodybuildé. Donc l'EPAC, c'est l'association américaine de soutien aux positions d'Israël. Et je vous rappelle, tout à l'heure je parlais de Kennedy, un de ses derniers discours à Kennedy, c'était entre autres de faire en sorte que l'EPAC soit considéré comme un agent étranger. C'est-à-dire que le travail et la motivation de l'EPAC, c'est pas les États-Unis, c'est Israël. Et c'est inclus dans leur nom. Eh bien, en fait, il est mort avant d'avoir réussi à mettre ça en place. Et son successeur, Johnson, il a tout de suite dit non, l'EPAC fait très bien les choses, il faut rien changer. Bon, il voulait aussi avoir
un œil sur le nucléaire israélien. Il ne voulait pas qu'il y ait d'armes nucléaires en Israël. Pareil, il est mort. Johnson a trouvé ça très bien. Sachez que c'est la France qui a permis à Israël d'avoir l'arme nucléaire. C'est nos ingénieurs, etc. C'est également la France qui a fait la barrière à Rafah entre Gaza et l'Égypte. C'est nous qui avons fait ce travail. Donc on a toujours ce rôle très particulier. La France, on est beaucoup plus en permanence influent et nuisible. Si vous jouez au jeu de Go, c'est le jeu chinois, vous savez, avec des pierres blanches et noires. La France est vraiment un pays qui est dans cette partie de Go du bien contre le mal, dans le camp maléfique, toujours à poser des pierres. Une des pierres extrêmement troublante, et après j'en finirai avec cet aspect, puisque là je suis dans le chapitre franc-maçonnerie, entre guillemets, c'est la loi Guessot. C'est-à-dire en France, sous Mitterrand, en 1990, on décide qu'il ne peut pas y avoir de contestation d'un récit historique. Je ne suis pas en train de dire que je le conteste. Je suis en train de dire qu'on a vécu pendant le Covid exactement la même chose. Il y avait un discours scientifique qui était imposé. On n'avait pas le droit de le contester. Et finalement, il s'avère que c'était un discours faussement scientifique. C'était même un discours mensonger. Et les gens qui propageaient ce discours le savaient. Donc, il peut arriver qu'on nous impose de ne pas considérer qu'un discours est discutable et qu'il le soit. Encore une fois, je ne dis pas que c'est le cas. Je ne suis pas historien, mais ça m'intéresse, dans le cadre d'Histoire Magazine, de rencontrer des gens qui se posent des questions, honnêtement, sur des sujets autorisés. Évidemment, si un jour Histoire Magazine publie dans des pays où on peut se poser toutes les questions, pourquoi pas, mais chez nous, c'est pas possible. Mais voilà, et c'est sans malice que je dis ça, c'est avec beaucoup de tristesse, parce que on ne peut pas dire aux gens, dès leur plus jeune âge, que leur cerveau, eh bien, il n'a le droit de se poser que des questions dans une certaine direction, c'est-à-dire qu'on devient des humains à œillères, et c'est d'une tristesse infinie d'être des humains. Ah non, là on n'a pas le droit de regarder, là non plus. Enfin, vous imaginez, c'est complètement dystopique la vie qu'on est en train de nous autoriser à avoir. Il y a quelqu'un qui s'appelle Norman Finkelstein, qui est un Américain, je ne sais pas si le nom est familier pour certains d'entre vous. C'est un enfant survivant de l'Holocauste. Mais c'est un des plus fervents défenseurs de la cause palestinienne. Alors évidemment, même aux États-Unis, il a perdu son job universitaire, il a dû aller dans une petite université, il aurait moins de salaire. Il a, entre guillemets, tout perdu, sauf le respect de gens qui s'intéressent, entre guillemets, à une analyse différente de la vérité. Donc je vous recommande de l'écouter. Mais lui, ce qu'il dit, pour résumer, c'est qu'il ne peut pas véritablement parler au nom de ses parents qui ont été survivants, mais qui l'ont éduqué, qui l'ont enseigné. Et il dit, mais si aujourd'hui ils vivaient, ils déchireraient leur passeport israélien. Ils ne voudraient plus être associés à ce pays. Et lui utilise le mot que la Cour internationale de justice est en train d'étudier. Et la Cour pénale internationale, mais il parle de génocide, la Cour pénale internationale étudie ce cas à l'initiative de l'Afrique du Sud. Et je pourrais longuement vous expliquer pourquoi c'est l'Afrique du Sud et pas un autre pays qui s'est engagé dans ce domaine. Et c'est pas qu'à cause de l'apartheid. Ça vaudrait le coup que vous regardiez tout ce qui est trafic humain, trafic d'organes, trafic, etc. pour imaginer jusqu'où, entre guillemets, peut aller l'horreur du monde dans lequel on vit. C'est pas uniquement les dossiers Epstein. Il y a vraiment énormément de ramifications. Moi, j'ai passé 4 ans en Afrique du Sud pour participer à l'organisation de la Coupe du Monde de 2010 de football. Et je peux vous dire qu'à l'intérieur de ce pays, en discutant, et j'ai discuté vraiment avec des gens de très haut niveau, puisque j'étais devenu ami quasiment avec la première ministre de la province du Cap. On se faisait la bise, on discutait vraiment avec des gens importants, parce que la Coupe du Monde, c'était quelque chose d'extrêmement important pour eux. Et je suis tombé vraiment de très très loin, quoi. Des lieux qui étaient des fermes à êtres humains, avec des menus
pour acheter des reins, des organes vitaux, etc., etc. Et quand on enlevait un organe vital à quelqu'un, il y avait des soldes sur le reste du corps de la personne en question. Enfin, vous imaginez pas, tout ça était complètement industrialisé, processé, etc., etc. Donc vous pouvez tous baisser la tête, mais ouais, c'est horrible, c'est le monde dans lequel on vit, dans lequel on vend aussi des enfants, on vend des corps, on propose la pornographie gratuite comme si c'était quelque chose de normal, mais les complotistes sont interdits. Donc cherchez l'erreur, quoi. Comment quelqu'un qui peut dire quelque chose de faux peut être sanctionné, mais un enfant de 5 ans ou 10 ans peut être confronté à des images de pornographie, entre guillemets. Et comment, ça c'est quand même, on a réussi à bloquer en quelques jours tout l'argent des Russes partout dans le monde, mais on ne réussit pas à bloquer l'argent des trafiquants de drogue ou des réseaux pédophiles. Expliquez-moi. Où est la hiérarchie du mal, quoi? Est-ce que c'est parce que les Russes ont été ceux qui ont failli terrasser les Khazars au XIIe siècle, qui méritent, entre guillemets, toute la haine d'une partie des dirigeants de l'humanité, et donc pour ça ils sont... Mais vous voyez, c'est très important d'essayer tout le temps reconnecter. Et la troisième chose qu'a fait Emmanuel Macron, c'était d'essayer de décourager les gens d'aller aux cérémonies du 9 mai. Et donc, entre autres, quand il était au Vatican, il l'a fait, mais depuis, en interdisant aux Européens, en essayant de convaincre tout le monde de ne pas y aller, en faisant une cérémonie particulière. Or, la cérémonie du 9 mai en Russie, c'est pas du tout une fête nationale, c'est une cérémonie à la mémoire de 26 millions de personnes qui ont donné ou qui ont perdu leur vie pour la grande guerre, en fait, contre les nazis. Il faut bien voir que les Russes ont perdu 26 millions de personnes, ou 27 ou 28 selon les chiffres, les Allemands 6 millions, les Polonais 4 millions, les Français 600 000, les Anglais 300 000, les Espagnols 40 000, etc. Les Américains, j'ai plus le chiffre en tête, mais en fait, pardon ? 380. Voilà. C'était bon ce que j'avais dit avant. Merci. Non mais il faut toujours vérifier. Hein. En général, si je dis un truc, c'est vrai, mais je peux me tromper. Et donc les Russes ont perdu plus de monde que tout le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les Russes, surtout, c'est qu'ils ont signé Yalta. Dans Yalta, il y avait quelque chose d'intéressant qui a été utilisé pour lancer l'opération spéciale en Ukraine. C'est la possibilité, si jamais le nazisme recommençait à émerger quelque part, d'aller éteindre le foyer sans même passer par l'ONU. Donc ça, c'est quelque chose qui était dans Yalta. Les vainqueurs de la guerre ont le droit de faire ça. Et c'est pour ça que les Russes ont toujours insisté sur le fait qu'il y avait une émergence du nazisme, du fascisme en Ukraine, puisque c'est ce qui légitimait d'attaquer. Et si vous écoutez en ce moment ce que disent Lavrov, Poutine, etc., ils disent que le nazisme est partout en Europe. Et si on les écoute, ils préparent, entre guillemets, quelque chose pour détruire le nazisme. Pas parce qu'ils ont envie de la guerre, hein, parce qu'ils sentent qu'en face, c'est des gens qui veulent pas la paix. Et les Russes veulent la paix. Et à un moment, vous savez, c'est comme si vous avez un enfant qui est insupportable, vous le mettez au coin, vous lui flanquez une gifle, quoi. Évidemment, vous n'allez pas le tuer, mais les Russes flanquent des gifles. C'est-à-dire, on voit l'économie extrêmement florissante de la Russie, on voit les célébrations du 9 mai, c'est tout sauf un pays à genoux. Hein, je vous rappelle qu'ils sont censés être à genoux, ils ne le sont pas. Mais donc ça, c'est les commémorations du 9 mai. Eh bien, la France a inventé des commémorations, et c'est nous qui sommes derrière à chaque fois. C'est vraiment nous, c'est Macron. À Kiev. Alors finalement, il n'y a eu aucune célébration, parce qu'ils ont plus essayé d'imaginer comment pourrir le 9 mai en annonçant qu'ils ne pouvaient pas garantir la sécurité, qu'ils ne pouvaient pas ceci, cela. Mais pourquoi, en fait, on a ce rôle, y compris pour le 9 mai, qui est vraiment délétère? Il faut juste revenir en arrière. Quand en fin 2021, la Russie en a marre parce que Minsk 1, Minsk 2 ne sont pas respectés. Et que les Russes, évidemment, savent qu'il y a des biolabs
Hein, je vous rappelle quand même que le général russe qui étudiait les biolabs a été tué, qu'un autre général qui gérait l'armée russe a été tué récemment. Un bombardement devant chez lui. Ils ont eu le droit à Nord Stream, ils ont eu le droit à Crocus. Enfin, c'est du terrorisme d'État, évidemment. On voudrait faire croire que c'est des personnes qui ont loué un bateau, qui ont détruit, qui ont mis des bombes capables de percer 4,5 cm d'un acier très spécial, plus 15 cm de béton à 100 mètres de profondeur, avec un petit voilier, et des petites bombes nucléaires, en fait, hein, et à 4 endroits différents, qui sont séparés de plusieurs kilomètres, alors que c'est la mer la plus surveillée du monde. Surveillée par qui? Par l'OTAN. Bref, Macron donc se propose, dès cette époque-là, pour être le faiseur de paix. En fait, évidemment, on sait qu'il veut gagner du temps, puisque ça a été démasqué depuis par, y compris, vous savez, les comiques russes qui se font passer pour quelqu'un d'autre au téléphone. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous vous rappelez l'épisode de la grande table avec Poutine, vous vous rappelez l'avion qui arrive, l'énorme avion, et il n'y a même pas un pot de fleurs pour l'attendre. Donc, mais quand même, Poutine, à ce moment-là, continuait à le recevoir. Depuis, il ne veut même pas lui parler, il a bien compris qui c'était, et il y a de plus en plus de chefs d'État qui veulent même pas lui parler, même pas discuter, parce qu'il a un pouvoir d'ensorceler les gens. Mais vraiment, et ceux qui se laissent pas ensorceler, en général, tombent dans les pommes. Donc, il faut choisir. Hein. Si vous voulez, il y a qu'à regarder des événements, des gens qui sont très sensibles, etc., qui tombent. C'est tous les jours, il y a des gens qui tombent dans les pommes. Non, mais faites tombe dans les pommes pendant une cérémonie ou un rendez-vous avec Macron, vous allez voir plein de choses, en fait. Et ça n'a pas forcément à voir avec le vaccin. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il va voir, il essaie de convaincre, de s'approcher de lui, etc. Alors, je ne vais pas rentrer dans un truc trop magie noire, mais sachez qu'il y a ça. Hein, si vous... Et finalement, les Russes en ont marre. Les Américains ne les écoutent pas, mais à cette époque, c'est Biden, c'est une momie. Et puis finalement, ça intéresse beaucoup de monde que la Russie soit engagée dans une espèce de Vietnam avec l'Ukraine, qui va les affaiblir, parce qu'ils se doutent bien que les Russes vont pas envoyer de bombes lourdes sur les populations ukrainiennes, puisque c'est les frères de la Russie. L'Ukraine, c'est une partie de la Russie d'origine. Ils n'ont jamais considéré l'Ukraine comme un pays étranger. Ils ont accepté l'idée que ce soit un pays en tant que tel, mais ils ont toujours considéré que c'était un pays frère. Et c'est pour ça que même pendant la guerre, ils continuent à livrer du gaz, ils continuent à payer pour le transit du gaz, ils continuaient à donner... tout type de choses dont avaient besoin les Ukrainiens et que l'Europe ne fournissait pas. On l'oublie souvent, en fait. Et ils payaient rubis sur l'ongle, et Gazprom, etc., tout l'argent qu'ils devaient payer aux Ukrainiens pour le transit du gaz qui allait en Europe. Les Européens qui prétendaient pas vouloir le gaz russe, mais qui en réalité ne peuvent pas s'en passer. Et qu'est-ce qui se passe? Donc le 23, Vladimir Poutine annonce qu'il va engager l'opération spéciale. Le 24, l'opération spéciale démarre, ça va très vite. Donc après coup, les Russes se rendent compte qu'il y a aussi un piège, que ça fait longtemps, et donc leurs lignes logistiques sont un peu trop distendues. Mais il se passe deux choses. Petit 1, Emmanuel Macron, début mars, à Versailles, invite tous les présidents et chefs d'État. Et vous devez vous rappeler de cette image où il y a une immense fête à Versailles, et il y a tous les chefs d'État, et là, il leur fait signer un pacte, un peu dans le sang. C'est l'époque où dans les télés, tout le monde explique qu'en fait, la Russie va s'effondrer en quelques jours ou quelques semaines. Et Macron réussit à convaincre tous les pays, avec le discours de Bruno Le Maire, etc., en leur disant, si on est tous unis, si on sanctionne très durement la Russie, si on fait un front uni, la Russie va s'effondrer. Les gens en Russie vont faire une révolution de couleur, etc. La Russie ne pourra pas résister à ce choc. On va faire des sanctions très dures sur la monnaie, les banques. Les gens des compagnies occidentales qui travaillaient en Russie sont partis avec les logiciels et sont partis avec les cadres auxquels ils ont offert un pont d'or. Donc il y a beaucoup de gens russes qui ont accepté
un gros chèque pour quitter la Russie. Donc les usines, les commerces, tout ça se sont retrouvés abandonnés. C'est-à-dire que dans Moscou, vous aviez les centres commerciaux où il y avait plus de magasins. Évidemment, ils ne sont pas allés les vider, ils ne sont pas allés se servir. Les usines de construction automobile, Renault, il y a quelques groupes qui sont restés. Mais tout ça, c'était véritablement la stratégie française. Donc c'était quelqu'un qui était censé proposer la paix un jour, mais en fait gagner du temps pour qu'en fait les Russes ne puissent lancer leur offensive qu'au printemps. Au printemps, il y a plein de boue, parce que il fait très froid là-bas. Donc en fait, il vaut mieux avec des tanks le faire en été ou en hiver, puisque le sol est dur et donc les tanks peuvent avancer. Mais quand c'est mou, en fait, les tanks peuvent plus bouger, en fait, parce qu'ils prennent pas que les routes, les tanks, ils vont dans les champs, et les champs humides avec la neige fondue, etc. C'est vraiment pas des bonnes époques. Donc plus chaque semaine qui passait rendait une offensive, une opération russe plus difficile. Et ils ont tous signé ça. Et depuis, cette réunion se passe tous les ans. Donc elle se passe en Moldavie la dernière fois, je sais pas où a eu lieu la dernière, toujours à l'initiative de la France, et toujours dans des endroits où la France a un intérêt. Enfin, pas la France, hein, Macron. Puisque Moldavie, vous voyez, il y avait des élections, et puis il y a la Transnistrie, qui est une partie dans laquelle il y a énormément de stocks d'armes russes qui datent de la Deuxième Guerre mondiale et qui seraient très utiles pour des armes ukrainiennes qui n'ont plus les obus du bon calibre, puisqu'il y a le calibre OTAN et le calibre russe, entre guillemets, c'est pas les mêmes. Et donc, ils manquent de tout ça, ils aimeraient bien aller servir là-bas, mais surtout, c'est des nouveaux pays qui peuvent rejoindre l'Union européenne. Et on a ça, bon, la Roumanie est déjà dans l'Union européenne, mais vous savez, il y a ces élections un peu controversées en Roumanie, et il y a eu la même chose en Moldavie, et il y a toujours des pressions fortes sur la Serbie, et où est-ce qu'il y avait eu d'autres, enfin partout, Slovaquie, tous ces pays-là, en fait, il y a une influence très forte dans le domaine électoral. Et juste pour dire 2 mots sur la Roumanie, il y avait un candidat, parce qu'il y a un parallèle très fort avec la France, qui était d'un parti plutôt de droite patriote, qui se sentait des proximités avec la Russie et des velléités à pas rester éternellement dans une Europe qui considérée comme mauvaise, entre guillemets, pour la Roumanie. Et il avait le vent en poupe. Et il y a le premier tour de l'élection, et c'est clair qu'il va gagner. Donc le premier tour est invalidé. Mais il y a une nouvelle date qui est choisie, il est à nouveau candidat, il réunit le bon nombre de signatures, et finalement le Conseil constitutionnel invalide sa candidature, lui interdit d'être candidat, sous prétexte qu'il serait lié à des puissances étrangères, il y aurait de la corruption, on aurait trouvé de l'argent liquide chez lui, etc., etc. Et là, incroyable, le numéro 2 du parti... c'est un peu le Bardella de Marine Le Pen, dit moi je serais prêt éventuellement à le remplacer si jamais il ne réussit pas à avoir sa candidature revalidée. Et surtout, on découvre que la veille de cette décision de la Cour suprême, l'ambassadeur de France était allé discuter avec le président du Conseil constitutionnel roumain qui avait pris la décision, qui a pris le lendemain la décision d'invalider et d'interdire la candidature de Georgescu, je ne sais plus comment il s'appelle, pour lui proposer d'organiser une conférence en Roumanie sur l'impact de l'influence étrangère sur les élections et la nocivité pour un pays, etc. Donc évidemment, ça n'avait rien à voir avec le processus électoral en cours. C'était un thème très large. La diplomatie française n'aurait jamais pu vouloir influencer une décision de justice, surtout de la Cour suprême roumaine. Mais c'était quand même une coïncidence intéressante à noter. Vous confirmez ? Non, mais c'est faux. C'est surréaliste. Hein. Parce qu'on croit toujours que la France, c'est un tout petit pays, parce que on ne réussit pas à nourrir les gens, on ne réussit pas à leur payer des lunettes, des dents, des machins. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment extrêmement pauvres, qui ont du mal à payer leur électricité. Il y a plein de petites entreprises qui meurent. Mais en réalité, pour faire le mal partout dans le monde, on est les meilleurs du monde. Franchement,
que ce soit demander aux Africains, demander... Je suis pas en train de critiquer les colonies, hein, et l'époque coloniale. Hein. Je dis que la colonisation 2.0 des forces obscures qui sont au pouvoir en France depuis un certain nombre d'années font des dégâts dans le monde qui sont incroyables, qui dépassent l'entendement et qui sont décrites dans le portrait officiel d'Emmanuel Macron. Je suis désolé, ça me fait rire, mais en fait, ça me fait de la peine, parce que tout ça, c'est dit, transcendance, etc., etc. Bref, les élections sont influencées en Géorgie, et le nouveau candidat qui vient de faire 40%, là, bizarrement, personne s'en inquiète. Il est un peu critiqué, mais juste pour faire semblant, en fait. Et c'est ce que je faisais comme parallèle avec la France. Parce qu'en France, on a un parti qui s'appelle le RN, et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est le parti d'opposition. Oui, pas du tout. Mais en fait, quand vous écoutez Jordan Bardella, puisque maintenant elle est débranchée, ou sur le point d'être débranchée, Marine Le Pen, ils font rien pour la défendre. Vous remarquerez, vous voyez des gilets jaunes, ou rouges, ou verts, ou kaki, Front National, c'est pas juste, Marine Le Pen, non, ils s'en foutent. Et tout est fait pour que ce soit Jordan Bardella, le candidat naturel, sauveur, entre guillemets, de ce parti. Donc elle est, entre guillemets, tombée dans un piège. Hein. C'est de sa faute. Est-ce que c'était une bonne candidate ou pas? Mais sur l'Ukraine, Jordan Bardella, il est encore plus contre la Russie que personne. Donc il est véritablement un pro-Ukraine, anti-Russie. Sur Israël, le RN, c'est devenu le parti le plus pro-sioniste, pro-Israël, pro-machin. Donc les Palestiniens n'ont que ce qu'ils méritent. Et d'ailleurs, Jordan Bardella était il n'y a pas longtemps en Israël et il n'a pas eu un mot sur le sort des Palestiniens. Sur le vaccin, je vous en parle même pas. C'était à peine s'ils n'étaient pas plus dictatoriaux sur tout ce qui est passe, machin, etc. Enfin, Marine Le Pen, pas trop. Mais le parti, c'était comme ça. Trouvez-moi un sujet, à part le piège de la haine entre les chrétiens et les musulmans, qui, je pourrais développer ça dans les questions-réponses si ça vous intéresse, est vraiment un piège. C'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte de nous faire croire que le danger, en fait, c'est les musulmans. Mais ça n'a jamais été le cas. Le danger, c'est nous. C'est nous qui nous laissons manipuler par des forces obscures pour aller détruire partout dans le monde les économies des pays, les systèmes. Alors je vous recommande de lire Assassin économique pour comprendre le rôle de la Banque mondiale, pour comprendre pourquoi en ce moment la Chine est en train de changer la donne dans ces pays-là et la Russie, pour leur donner vraiment les moyens de leur développement au lieu de leur donner les moyens de leur autodestruction en fait. Parce que quand on donnait avec la Banque mondiale des crédits de 10 milliards à un pays africain, pour soi-disant faire un port dont ils avaient absolument besoin, il fallait que ce soit construit par des boîtes occidentales, assuré par des boîtes occidentales, géré par des boîtes occidentales, 10 fois au-dessus de la rentabilité ou du coût réel de ce port. Et donc ils s'endettaient. Avec les dettes, on leur proposait de donner leurs mines, de donner leurs machins, puis on construisait les universités dans lesquelles on apprenait que la vaccination c'est tout, donc ils oubliaient toute leur médecine traditionnelle, etc., etc., etc. Donc, et que la transition de genre, c'est vachement important. Il faut quand même voir qu'au cours des 5 dernières années, même en Ukraine, si vous vous rappelez le début de l'opération spéciale russe en Ukraine, à l'époque, le gouvernement Biden, etc., il disait, voilà, les aides sont liées à l'évolution du taux de vaccination en Ukraine. Il faut que vous repreniez cette époque, c'était surréaliste en fait. C'est comme si c'était l'alpha et l'oméga d'une société bien organisée. C'est-à-dire qu'elle vaccine tout le monde 6 fois une fois tous les 6 mois. Elle interdit aux parents de jouer un rôle d'autorité. C'est-à-dire qu'il faut les enfants... pas de punition, pas de fessée, pas de réprimande, pas de machin. Combien de parents, peut-être ici, parce qu'ils ont donné une fessée à leur enfant ou autre, sont convoqués
au commissariat et parfois mis en garde à vue, juste parce qu'ils ont encore l'impression que voilà, maintenant c'est interdit. Et les gens vous expliquent pourquoi c'est interdit. Donc, alors qu'on voit bien que la police trouve normal d'utiliser les matraques et les armes et les LBD pour réprimander des manifestants. Donc les coups sont légitimes et les seuls qui ont le droit à la violence légitime et qui est montrée, c'est la police. Donc il peut venir chez vous, menotter, vous frapper, vous faire ce que vous voulez, même si vous n'avez rien fait de mal. Mais des parents qui veulent, entre guillemets, faire ce que depuis la nuit des temps, des parents ont fait sans que l'humanité disparaisse, au contraire, n'ont plus le droit parce que ça pourrait faire disparaître l'humanité. En fait, ça pourrait faire disparaître la déshumanification de l'humanité. C'est-à-dire que tout ce qui est fait pour qu'on devienne stupide, paresseux, lâche, etc. Et donc, parfois, c'est vrai que les gens me disent « mais vous êtes fous, pourquoi vous dites tout ça, etc. » Mais parce qu'en fait, on n'a plus d'existence si on n'a pas le droit de dire tout ça. Voilà, donc première partie. On peut faire une petite pause, boire un verre et continuer. Après, je ne sais pas si c'est peut-être un peu dense, mais comme il y a des questions et réponses, on peut même faire ça en 3 temps. Loud and more loud, the crowd will swell, the people shouts responding well, o'er the land in glad news tell. From sea to sea, from pole to pole, the echoes of that bell shall roll, till freedom comes through every soul. Ring, ring, exclaims the watching boy, the bell responds with notes of joy. Freedom's proclaimed in sweet and low. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à mon Substack.